Le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Reine Dibussy, illustratrice et cofondatrice d'Afiri Studio. Bonjour Reine Dibussy, ça va? Bonjour Stella Marie, ça va bien et toi? Oui. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Merci à toi de m'avoir invitée. Tout d'abord, on va te présenter déjà, t'introduire dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je suis Reine Dibussy, artiste illustratrice, autrice de bande dessinée et cofondatrice d'Afiri Studio. D'accord. Voilà, mon travail tourne autour des représentations des corps et des imaginaires noirs et afro. Et voilà. On va étudier tout au long de l'épisode ton métier, enfin tes différentes casquettes qui constituent ton métier. Est-ce que tu peux préciser aux auditeurs et auditrices dans quel contexte tu as grandi d'un point de vue géographique? Alors, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, en Afrique centrale. Et après mon bac, je suis venue en France. Voilà. Je suis d'origine camerounaise et guadeloupéenne. Je connais très peu ma culture guadeloupéenne. Voilà. D'accord. Et comment tu as vécu du coup ton arrivée en France? Mon arrivée en France. La première année, c'était chaud. La première année, c'était vraiment chaud de mon arrivée en France. Je sais pas, j'ai vraiment grandi avec cette idée où, oui, à un moment, il faudrait du coup aller en France, faire mes études et tout. Et la première année, c'était un choc. On parle très peu, on parle beaucoup d'immigration, comme si c'était toujours un choix super bien vécu. Mais en fait, c'est un traumatisme. Hein. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme un traumatisme. C'était vraiment un choc, pas juste culturel, comme on dit. Enfin, je sais pas. Le mot me paraît un peu faible. Voilà. Je sais que j'avais de grosses crises d'angoisse. Maintenant, je pose des mots dessus, mais première année en Île-de-France, à Paris, métro, des trucs comme ça, c'était violent. Je suis rentrée l'année d'après au Cameroun. Après, je suis revenue et j'étais plus du tout en région parisienne, j'étais à Rennes. C'était beaucoup plus soft. D'accord. C'était beaucoup plus soft, je me sentais vraiment mieux en Bretagne. Et après, j'ai été à Lyon. Donc, vraiment, la première année en France, c'était trop brutal pour moi. Trop d'un coup, d'accord. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a amené à rester du coup donc, t'as pu découvrir différents coins de France et donc après, tu as décidé de rester. Déjà, quand on part pour faire ses études et qu'on vient d'une famille afro, on n'a pas trop le choix en fait. Il faut faire ses études et je sais pas. Il y a une obligation à la réussite. Genre, tu vas, tu fais tes études, tu as échoué, c'est pas bien. Voilà, tu recommences, tu continues. Donc, il n'y a pas vraiment de choix. Et d'un autre côté, c'était aussi mon deuxième pays. Et en fait, c'était vraiment une logique que je sois en France, que j'y fasse mes études et que j'y fasse une vie avant de décider un peu où sera ma vie, quoi. D'accord. Donc, voilà. C'était... Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si. Et le choix de vivre, je me suis pas posé la question avant assez longtemps. C'est l'endroit où tu fais tes études. Voilà. D'accord.
C'est ça. Ouais, tu as été plutôt amenée à rester, du coup. Oui, voilà. C'était, je sais même pas, c'était vraiment une continuité. Je ne sais pas si c'était un choix, c'est une continuité. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux spécifier les études que tu as faites Alors, j'ai commencé en études de langue, littérature et langue, donc LLCE, je ne sais pas si ça a changé de nom depuis. En anglais, je faisais aussi un peu d'italien. En fait, la fin de mon lycée, j'ai fait une terminale scientifique et je me destinais à des études scientifiques. Il s'est passé des trucs, je me suis réorientée, on va dire. Et j'ai fait, je crois, 1 mois. Donc, ma première inscription, c'était en fac d'art plastique. D'accord. Voilà, en fac d'art plastique, j'ai fait 1 mois en fac d'art plastique. J'ai pas touché un crayon, j'ai pas touché un pinceau. C'était très théorique, histoire de l'art, histoire de l'art. Limite, c'était non, il faut attendre la 2e année ou je sais pas, la 3e année pour faire de la pratique. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais ici? Donc, du coup, je me suis vite réorientée en langue parce que j'aimais bien les langues, j'aimais bien l'anglais. Après la 2e année, je me suis encore un peu ennuyée parce que, bon, en fait, le Cameroun est bilingue. Donc, le niveau d'anglais au Cameroun, c'est pas... Voilà. On est déjà beaucoup plus confronté à la langue anglaise. Et donc, en fac d'anglais, quand on donnait des cours en français, j'étais en mode, mais en fait, quand est-ce qu'on pratique? Il y a aussi ce truc de, il faut attendre plus tard. Là, en fait, limite, c'était même perçu comme la péter que de parler anglais genre continuellement pendant le cours, en fait. C'est toujours interrompu par du français. Les exercices étaient en anglais, les contrôles continus, tout ça, c'était en anglais. Mais moi, d'échanger avec les profs ou bien d'échanger même entre élèves, en fait, le fait de parler anglais comme ça, c'est toujours oh, faut que tu te la pètes et tout. Je ne la pète pas, j'essaie de plonger dans la langue. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, après, il y a eu des grèves. Et, c'était déjà une période où je recommençais pas mal à dessiner. Et j'avais aussi des problèmes de santé à l'époque. Donc, c'était un peu mon refuge, on va dire, le dessin. Et ma famille m'a encouragée avec toujours ce truc très... en fait, je sais pas si... Ouais, je vais dire très afro. Très famille africaine. Ok, si tu veux faire ça, ben, t'as qu'à aller dans la meilleure école. Tu cherches la meilleure école, tu cherches à la faire, tu cherches à réussir là-bas. Et voilà. En fait, il y a toujours ce truc de soit la meilleure, quoi. En fait. Donc, du coup, j'ai cherché une école où on faisait de la bande dessinée parce que c'était vraiment ce que j'aimais faire. Et c'était à Lyon. J'ai passé l'entretien d'entrée et j'ai été admise. Ouais, c'était sur dossier sélectif et tout, voilà, sélection et tout. Et donc, du coup, j'ai fait 5 années dans cette école à Lyon. D'accord. Et ça s'est bien passé. Là, tu as vraiment compris que tu avais trouvé ta voie. Oui. J'étais toujours parmi les meilleurs. Pour moi, je faisais ce qu'on me disait de faire. Non, mais oui, c'était vraiment ce que je voulais faire. Même si j'avais vraiment de gros questionnements sur l'après. Et pendant les 5 années que j'ai passées là-bas, c'était vraiment une sorte de cocon où... cocon quand même, je dis cocon. Ah, c'était hardcore quand même, l'école d'art. Il y avait un système de très compétitif. Les meilleurs sont affichés dans le couloir, ce genre de truc. Ça avait été vraiment une pression parce que toutes les années, donc il y avait une sélection, mais c'était pas sur concours au départ. Et donc chaque année, il y avait genre la moitié de la classe à qui on disait au revoir, comme ça. Ah oui. Et on gardait que les meilleurs. Ah ouais, c'était hardcore. Je crois que là, ils ont un peu changé le système. Je ne me suis pas renseignée depuis, mais c'était vraiment hardcore
se séparer comme ça des gens avec qui on évoluait. Et on finissait avec des promotions d'une trentaine d'élèves, alors qu'on avait commencé à 80 par classe, des trucs comme ça. Donc, Ah oui, quand même. Ok. oui, c'est ça. Et donc, voilà. Mais au niveau de la pratique, au niveau de l'enseignement, c'était l'une des meilleures écoles dans le domaine. Et je pense que c'est toujours une école de référence pour la bande dessinée, en tout cas. Donc, voilà. Ok. Donc tu as toujours su que tu voulais faire du dessin pour la bande dessinée ou... J'ai commencé, beaucoup d'enfants, la plupart des enfants, s'expriment d'abord par le trait, par le dessin. C'est un peu la première forme d'expression. Et en tout cas, avant de savoir écrire, généralement, on trace, on fait des traits et tout. On fait des formes. Et moi, j'ai jamais arrêté, en fait, j'ai continué. J'ai continué et j'ai surtout raconté par le dessin et par l'image. Donc pour moi, c'est vraiment une littérature. C'est vraiment de la littérature illustrée. Donc il y avait le texte, j'ai toujours écrit et dessiné. Et quelquefois, vraiment les deux. Donc la bande dessinée. Et scénarisé aussi. Voilà. Donc je voulais vraiment me spécialiser en bande dessinée. Même si avant l'avant-dernière année, les professeurs, on se spécialise. À un moment, on me disait, tu devrais vraiment aller en animation, tu devrais vraiment aller en animation. Et j'étais déjà à la limite du burn-out, en fait. Je travaillais. Et c'est pas que j'aimais pas l'animation, c'est juste que j'avais l'impression que si j'allais dans cette filière, je sais pas ce que ça allait donner, quoi, en fait. C'était vraiment très, très, très intense. Et du coup, j'ai fait un choix et j'ai choisi la bande dessinée. Voilà. D'accord. C'est vraiment un art que je trouve beau, oui. C'est vraiment, pour moi, c'est l'art qui me correspond, vraiment. Et du coup, en sortant de ton école, est-ce que déjà, durant ces 5 années, on vous faisait comprendre qu'il y avait des grands débouchés, que ça allait être facile de trouver du travail? Enfin, comment tu as perçu Je crois que c'est pour ça que... Pardon, je te laisse finir ta question. Ce que je voulais demander, c'est comment tu t'es dit que tu allais en vivre, en fait, de ça? Je sais pas d'ailleurs si tu en vis ou si c'est ton métier principal, mais comment tu t'es dit que ça allait être une activité, on va dire, lucrative en parallèle de ta passion? Je crois que c'est pour ça que mes profs, au moment de la spécialisation, me disaient vraiment, en fait, à niveau, fais animation. Et quelquefois, dans mes grands moments de galère, je me dis, j'aurais dû les écouter. Mais alors quand j'étais en école, je crois que j'ai eu l'illusion parce que j'étais vraiment parmi les meilleurs, que ça suffirait. J'ai eu l'illusion que c'était un truc de niveau, c'était un truc de compétence, voilà. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je venais pas du tout d'une famille d'artistes. Peut-être c'est ça. Je venais peut-être d'une famille un peu de personnes très pratiques et tout. Quoique mon père est artiste, auteur, mais vraiment passion. Il est médecin, sa profession, donc l'écriture, c'est à côté, quoi. D'accord. Même si il a toujours encouragé cette forme d'expression chez moi. Mais en gros,
Oui, je pensais vraiment que avec du travail, avec de la constance et une stratégie, ça suffirait en fait. Mm. Et je crois que ce dont j'avais vraiment pas conscience, c'est ce qui s'est passé après, c'est que je suis française et que je suis noire et que je me raconte. Et ça, c'était un problème. Mm. Donc, on a beau dire, enfin, moi, je mets toujours les mots sur les choses. Hein. Je crois que j'ai toujours été un peu comme ça. Donc oui, c'est vraiment le problème que rencontre pas juste le monde de l'édition en France. C'est le racisme, il est systémique, il est comme ça dans notre société, en fait. Et c'est vraiment ce que c'est ça que je suis confrontée. Et c'est tellement subtil, et parfois pas du subtil du tout, que quelquefois tu te dis, mais... Et surtout en termes de littérature, je me trouve devant des portes fermées et je me dis, mais en même temps, il y a un truc de logique là-dedans. Pas là où on va dire, oui, on est minoritaire, donc c'est normal qu'on ne voit pas. Pas cette sorte de logique-là, mais la logique qui veut que on est vraiment confronté à des personnes qui ne savent pas nous vendre, qui ne savent pas ce qu'on a à raconter et qui réellement manquent de compétences pour nous vendre. D'accord. Et vendre nos histoires et voilà. Et donc, et des fois, je ne dis pas qu'il y a toujours de la bonne volonté, hein, mais je dis même des fois avec de la bonne volonté. Ça suffit. Ouais. Ça suffit pas. Voilà. Donc, du coup, voilà, je me suis retrouvée confrontée à ça. Et surtout, je n'arrivais pas à juste me dire, ok, ben en fait, on va juste me demander de blanchir de blanchir mes représentations, de blanchir tout ce que j'ai à faire pour pouvoir trouver du travail. Je ne voyais pas à quelle porte frapper, je ne voyais pas. Et c'était postulé à tous les endroits en même temps. En fait, en sortant, j'ai cherché une stratégie, j'en avais 10 000. J'étais tout de suite, voilà, et j'ai dû faire petit à petit, quoi. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Bah ouais, ça a dû être assez fastidieux. Ah ouais, ça l'est toujours. Oui. Ça l'est toujours parce que vraiment, le truc qu'on n'apprend pas à l'école d'art, c'est à vivre de son art. On apprend à être technicien. En tout cas, moi, pendant ma formation, j'ai appris à être une très bonne technicienne de l'art, une praticienne, si on peut dire, je sais pas. En gros, ma pratique, je sais, j'ai des acquis, je sais ce que je vaux. Mais se vendre, et au-delà de se vendre, comprendre le système, comment il marche. Oui, c'est ça, tu n'as pas forcément tout conscientisé voilà. non plus. Voilà. Et pourtant, en fait, dans une école, c'est ça qu'on apprend, en fait, normalement. On ne devrait pas juste apprendre aux gens, bah, tu sors comme j'ai failli dire comme un petit mouton, mais voilà. On ne devrait pas apprendre, voilà, c'est fini le temps où tu sors et puis tu vas dans la fonction publique et puis tout va. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il faut vraiment une stratégie. Voilà. Il faut avoir une stratégie de carrière, il faut avoir un plan de carrière, il faut avoir une idée de gestion de projet et tout. Et c'est en faisant, en évoluant dans ma pratique artistique que je me rends compte de tout ça et que j'apprends et que je décide aussi de transmettre. Voilà. D'accord. Bah écoute, on va y venir du coup à toutes tes créations. Avant ça, je voulais juste préciser du coup ton rôle d'éditrice. Donc, tu as fondé Afiri Studio. Est-ce que tu peux un peu expliciter tout ce parcours
éditoriale? Oui, avec la scénariste du tome 2 de ma bande dessinée Moulatako qui s'appelle Karine Bahanag. On a cofondé Affairi Studio, donc une maison d'édition qui publie. Donc, c'est à la fois un studio graphique et à la fois une maison d'édition qui publie des contenus illustrés, donc bande dessinée, livres illustrés, afrocentrés. Et le côté studio graphique propose des services. Donc, notre maison d'édition, elle est indépendante et on a vraiment une logique. L'objectif, c'est de faire découvrir des auteurs, des autoristes qui travaillent sur les contenus donc afrocentrés en littérature illustrée et qui soient francophones. Et en même temps, on travaille à mettre l'accent sur la formation. Donc, les premières années, on a édité notre BD, donc Moulatako, la BD que j'ai conçue et sur le projet sur lequel Karine m'a rejointe. Donc, on a déjà édité cette bande dessinée-là. Ensuite, on a édité Henri et Bintou, qui est une bande dessinée avec un petit garçon sourd et sa sœur entendante. Et ensuite, on a eu une phase vraiment de réflexion parce que notre but, ce n'est vraiment pas d'être une maison d'édition. On va faire une production en gros. Enfin, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de présenter de nouvelles voix et surtout d'avoir une réflexion sur comment produire, sur la production en fait, et sur les difficultés que rencontrent les créateurs de ce type de contenu illustré et bande dessinée. Donc, on a mis en place... tu veux que je m'arrête là ou tu veux que je continue? Non, vas-y, tu peux. Non, mais c'est super intéressant. On a mis en place, du coup, un programme de formation et édition où on propose des petits projets de bande dessinée aux autoristes. On a vraiment ciblé la francophonie. Donc, on va cibler des auteurs d'Afrique centrale qui vivent en Afrique centrale, qui vivent en Afrique de l'Ouest, dans la zone France et Europe francophone, et ensuite dans la zone Caraïbes, qui inclut Haïti. C'est ça le projet. Et donc, pour chaque projet de 20 planches de bande dessinée, on va faire travailler et on va former des semi-professionnels, des auteurs semi-professionnels, en gros, qui écrivent déjà ou qui font déjà, qui ont déjà fait des productions, qui ont tenté des productions, qui ont fait une planche, 2 planches, 5 planches de bande dessinée, ou qui ont écrit du scénario ou écrivent des textes à côté. Et donc, pendant 1 à 2 mois, on les forme sur comment, du coup, écrire un scénario professionnel de bande dessinée. Surtout comment bien le présenter, parce que souvent, les personnes écrivent. Mais en fait, comment... vraiment les clés de base d'écriture de scénario, de bande dessinée. Et pour le dessin... Alors, donc, d'abord, pour le dessin, il y a l'accompagnement, pareil, on suit la personne sur du coup le dessin des 20 planches en s'adaptant. C'est une formation qui a il y a des bases de qu'est-ce qu'on doit apprendre, notamment sur la gestion de projets de bande dessinée. Et à côté, on t'accompagne dans le projet que tu dois rendre en fait dans le projet des 20 planches. Donc il y a vraiment une formation toutes les semaines, il y a des allers-retours avec les apprenants et
Et à la fin, du coup, ils rendent et ils ont des avances sur droit. Donc, c'était vraiment le côté formation, édition avec avance sur droit qu'on voulait mettre en place. Et on est vraiment dans la phase test actuellement. Et c'est ça l'idée, en fait, de produire des petites bandes dessinées qui vont sortir au format vidéo aussi. Donc, ça aussi, c'est un format qui existe déjà, hein, c'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais en gros, c'est ce qu'on prépare, soit pour la fin de cette année, soit pour l'année prochaine. Donc, en même temps, vu qu'on est deux à travailler dans FIN Studio de manière constante et qu'on a 2-3 freelances qui travaillent avec nous, personnes en freelance, on n'est pas, donc c'est une petite équipe, et on respecte vraiment notre rythme, on va aller lentement. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment donc d'avoir une dizaine d'auteurs comme ça qui vont travailler donc sur des projets de 20 planches et une longue histoire cette fois. Mais toujours en sectionnant 20 par 20 planches où on reçoit ces avances de droits d'auteur. Parce que ce qui, en fait qu'il n'y ait pas de création ou que la création en bande dessinée ne soit pas constante. En fait, c'est juste de l'argent. C'est juste ça, en fait. Et bon, je dis c'est juste de l'argent, c'est parce que le système est vraiment fait comme ça aussi. Et ça fait partie de la réflexion qu'on a, Karine et moi, et des recherches qu'on fait aussi, parce qu'il y a vraiment la phase où on va présenter les BD, présenter les autoristes, les amener à parler de leur travail, et aussi écrire un peu, produire nos réflexions sur ce milieu-là, en fait. Le milieu de la bande dessinée et de nos pratiques artistiques et tout. Donc, c'est un peu ça le projet, à la fois de recherche et de, comment dire, vraiment de focaliser sur les autoristes. D'accord. Voilà. Et à côté de ça, on prend des commandes d'illustration. C'est aussi de ça que vit le studio graphique. On prend des commandes d'illustration et surtout d'accompagnement à l'édition. Donc, les personnes qui ont des projets de bande dessinée et de livres illustrés qui souhaitent un accompagnement, il y a des formules, en gros, soit des séances de relecture du projet, on a des relectures du projet, où est-ce que vous en êtes dans vos projets, soit d'auto-édition, soit de création de maisons d'édition, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est soit on édite, soit on aide les personnes à éditer leurs histoires. Ça, c'est la partie studio graphique. Mais c'est vraiment de bien séparer la partie maison d'édition, parce que souvent, quand on propose ces offres maison d'édition et studio graphique, il y a des trucs qui se payent, on a l'impression que les auteurs payent. Non, la partie maison d'édition, c'est vraiment sur appel à candidature, c'est vraiment cloisonné. Mais formalisé, c'est pas un truc à compte d'auteur, c'est à compte. Voilà, c'est ça, à compte d'éditeur. C'est vraiment un compte d'éditeur et en plus, on veut systématiser les avances sur le droit. Voilà. Et le côté studio graphique, en gros, il n'y a pas moyen de switcher. Il n'y a pas moyen, si on est accompagné en studio graphique, de dire et est-ce qu'on peut éditer du coup? Non, parce que là, on est en travail de commande et voilà. Okay. Bon, merci pour ton explication. Donc, tu as écrit aussi. Alors, moi, j'ai pas lu Mulat Taco, mais j'ai lu Cindy et Zoa sur Webtoon, ainsi que Quand vient l'été, que tu as illustré et écrit avec Laurent Safou. Je montre Quand vient l'été, le dernier bébé. Je peux le montrer? Je peux faire de la pub. C'est ça. Super romance noire. Oui. Qui serait assez rare dans le milieu de la bande dessinée. Tout à fait. Et moi, je suis preneuse de romance, mais franchement, dans le milieu francophone, je n'en connais pas. Peut-être que je ne suis pas les bonnes plateformes et tout. Qui soient publiées, en tout cas, je n'en connais pas. Déjà, en auto-édition, en indé, probablement.
il doit en avoir plus, forcément, comme d'habitude. Mais qui soient publiés. Non, je dis comme d'habitude parce que la plupart des projets qui ne sont pas en maison d'édition, on va les trouver en indépendant. En tout cas, pour les œuvres afro-centrées, ce sera souvent ça. D'accord. Et même pas que les œuvres afro-centrées. Je pense que c'est vraiment les œuvres produites dans la marge. Ouais, c'est ça, communauté marginalisée, ouais, de manière générale. Et du coup, quel regard tu portes sur le milieu de l'édition? Alors moi, je connais très peu le monde de la bande dessinée. Moi, je suis plutôt sur je me positionne, on va dire. Mes connaissances sont plutôt axées sur le roman, écrit, manuscrit, mais du coup, est-ce que tu as observé des similitudes avec ce qui se passe pour les romans ou quel regard tu portes dans le milieu de la bande dessinée? Attends, d'abord, je vais parler un peu de Cynthia Zoa. Oui, en fait, j'ai complètement oublié. Oui, Cynthia Zoa, c'est une bande dessinée lesbienne que je publie en indé sur Webtoon. C'est ma première tentative sur Webtoon d'ailleurs. Et ça, c'est l'histoire de deux jeunes étudiantes qui sont colocataires et qui ont une règle bien fixe à laquelle l'une d'entre elles va déroger. Voilà. Et la règle, c'est en gros de garder ses petites affaires pour chacune dans sa chambre et tout, d'être discrète. Et voilà, une d'entre elles se fait surprendre. Et c'est une petite histoire de romance. C'est l'adaptation d'une nouvelle de romance, du coup, que j'ai écrite sur deux jeunes filles dans le milieu camerounais. Enfin, en contexte camerounais, pardon. Que j'ai écrite d'ailleurs quand j'étais au Cameroun, pendant la période de création de Mulatako. Et que du coup, là, j'ai adapté en webtoon parce que il y a très peu de... Déjà, il y a très peu de romances afro, on disait tout à l'heure. Mais alors, quand il s'agit de personnes queer, et il y a très peu de romances afro francophones. Mais alors, quand on rajoute le côté queer, là, c'est le désert. C'est le désert. Et en tant que personne concernée, disons que à un moment, je me suis dit, j'en ai marre. Je vais écrire mes histoires. J'ai déjà fait 2 propositions en maison d'édition. L'une, on m'a dit non. L'autre, c'est who knows. Je ne sais pas, c'est en stand-by. Donc, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas attendre. Le temps passe, là, on a besoin de love dans ce monde. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça le contexte de Cynthia Zoa. Donc, allez lire, allez me faire des vues sur Webtoon. C'est tout mignon. Ouais, j'ai vu les 8 ou 9 épisodes qui sont déjà en ligne. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, à chaque fin d'épisode, tu as toujours une petite explication, une petite mise en contexte par rapport à ce qui vient de se passer. J'essaye effectivement de soit mettre des trigger warnings quand il y en a, ou expliquer, parce que justement dans le côté de la bande dessinée afro en contexte francophone, il y a vraiment toutes ces petites subtilités, soit de langage ou qu'on apporte et qui sont nouvelles dans la bande dessinée. Et je me retrouve des fois à faire des lexiques sur... voilà, d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. En école d'art, mon prof d'art qui a tiqué quand il a vu Chip dans ma BD et qu'il me dit « Mais pourquoi ton personnage fait ça? C'est le bruit de l'oiseau. » J'ai fait ça. J'ai dit « Comment ça, c'est le bruit de l'oiseau? » Non, c'est pas le bruit de l'oiseau, il a typé. Il me dit « Non, mais en fait, les gens ne vont pas comprendre. » En fait, oui, c'est à eux de chercher. Oui.
quelque part, il a raison. C'est ça le code aussi en bande dessinée. On est dans des arts codifiés. Et la bande dessinée, elle est codifiée. Donc, il n'a pas tiqué sur le fait que Chip était une onomatopée, parce qu'elle était dessinée comme une onomatopée. Juste qu'il ne reconnaissait pas l'onomatopée. Et c'est vrai que dans le contexte français, si je mets Chip, maintenant ça passe, mais quand je faisais mes études, c'était il y a plus de 10 ans du coup, près de 10 ans, ça passait pas. Enfin, des gens se posaient des questions, c'est quoi le Chip? Et du coup, c'est vraiment des questions que tu te poses en tant que personne afro qui va de toute façon proposer un contenu nouveau. Et voilà, c'était la petite anecdote sur le type. Et donc, dans Sidi et Sora, il y a des petites définitions. Et du coup, il y a le côté afro et des fois, il y a le côté queer. Et donc, il y a l'intersection des fois qu'il faut pouvoir expliquer. Et en plus, c'est dans un contexte africain que j'ai volontairement pas réellement situé. Donc, je me permets et je fais assez rarement ça quand j'écris quand même sur les contextes africains. J'essaie toujours d'être assez précise. Généralement, je parle de l'Afrique centrale. Je n'ai pas encore écrit d'histoire qui se passe en Afrique de l'Ouest parce que je ne connais pas. Et je connais que par la télé, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, j'écris rarement sur ces contextes-là. Donc, généralement, je situe très bien mes histoires quand elles se passent en Afrique centrale. Mais là, j'ai volontairement créé un flou pour différentes raisons, notamment aussi de militance. Par exemple, dans le contexte camerounais, l'homosexualité est pénalisée. Ouais, c'est un délit. Illégal. Voilà, c'est un délit. Et ça, on n'a peut-être pas l'impression, mais ça a un impact, par exemple, sur les termes qu'on emploie quand on est queer au Cameroun, que je ne vais pas dévoiler, qui sont, voilà, ils sont underground et il y a une raison. Et tu vas pas outer. Voilà, je ne vais pas dévoiler les termes, je ne vais pas les sortir dans n'importe quel contexte, alors que dans certains autres contextes africains où c'est dépénalisé, il y a même tout un vocabulaire qui est du coup connu, utilisé, et du coup, je vais peut-être, voilà. C'est volontairement, en fait, que je fais ça aussi. Mais j'avais vraiment envie de situer une de mes histoires en contexte africain, une de mes histoires lesbiennes en contexte africain. Voilà. Donc, mon regard... Oui, pardon. Et avant de passer sur le regard sur la bande dessinée, je voulais te demander aussi, ouais, tu signales aussi que il y a toujours eu ce cliché en gros comme quoi dès qu'on perçoit une personne noire, elle est forcément homophobe. Et du coup, là, tu viens bien de déconstruire ce cliché en disant, c'est pas 100% vrai. Il y a dans certaines populations c'est le cas et dans d'autres c'est pas le cas. Et du coup, comment t'expliques ça est-ce que c'est dû à la politique du pays ou c'est dû en fait, je me suis dit que ça dépend par quelle nation les pays ont été colonisés avant ou je sais. Alors, tu me demandes comment j'explique la perception que les gens ont. Non. Comment j'explique qu'il y ait des différences c'est ça. dans les différents pays. En sachant qu'effectivement, selon plusieurs chercheurs africains, comment est-ce que je vais dire ça? Les relations non hétérosexuelles et les identités non strictement binaires, homme-femme, existaient ou pouvaient exister dans certains contextes. Et sans représenter sans représenter d'anormalité. Donc, on retrouve des termes et tout qui font partie des langues qui désignent soit, du coup, des personnes qui ne sont
qui sont dans des pratiques, qui sont dans des sexualités, pardon, ou même des pratiques sexuelles non hétérosexuelles, ou des identités, comme je disais, qui ne sont pas ou hommes ou femmes. Donc il y a le fait que l'Afrique, ce n'est pas un groupe monolithique, ce sont plusieurs peuples. Il y a l'influence de la colonisation, avec l'apport d'une vision aussi enfin, j'ai dit de la colonisation, j'ai envie de dire décolonisation, parce qu'il y a des colonisations arabes, puis aussi des colonisations occidentales, des peuples européens, voilà. Et avec des visions, finalement, qui ont impacté, avec, j'ai envie de dire, un sexisme. Sauf que je ne me rappelle pas de la chercheure qui en parlait, que j'ai vu sur Insta et tout, qui en parlait récemment, qui expliquait que même le sexisme et même le rapport de genre, voilà, homme-femme, a été altéré par la colonisation occidentale. Donc du coup, il y a toutes ces influences-là, toutes ces dynamiques, en fait, qui font que, voilà, dans un contexte, j'ai envie de dire post-colonial, mais qui ne l'est pas vraiment, il y a des rôles qui se sont modifiés, des rôles qui ont pris la place d'autres, notamment les hommes, en fait. Les hommes qui, en fait, des fois reprennent des structures qui étaient peut-être gérées avant par des femmes. Je ne dis même pas peut-être, parce que je sais. Je le sais dans certains contextes, qui étaient occupés par des femmes et tout. Et ça rejoint aussi la recherche d'ailleurs, parce que là je cite, mais ça rejoint la recherche de Karine Bana, qui est chercheuse, hein, donc des fois je cite un peu de ses réflexions sur le genre, et travaille sur le genre justement, et les rapports de genre en fait, dans les contextes artistiques et tout. Donc, elle en parlera probablement mieux que moi. Mais en gros, toutes ces dynamiques-là peuvent expliquer qu'on se retrouve dans des contextes maintenant où, selon les pays, on peut avoir l'homosexualité qui n'est pas un débat, qui n'est pas une discussion en fait, et d'autres où ça devient une discussion parce que c'est dans un contexte où on considère que c'est illégal et tout. Donc, et puis actuellement, quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Est, du Sud, voilà, et même en Afrique de l'Ouest aussi, Ghana et tout en termes de répression, on sait qu'il y a l'influence aussi des religions chrétiennes, judéo-chrétiennes, voilà, sur la politique actuellement en fait. Donc il y a vraiment des dynamiques qui s'opèrent et qui cristallisent des débats, cristallisent des persécutions comme ça des personnes queer africaines, quoi. Et d'ailleurs, généralement, je vais parler de personnes africaines en disant queer et pas, par exemple, LGBT. Pour ces raisons-là. Pour toutes ces raisons-là. Donc, voilà. D'accord. Je sais pas si, une fois depuis, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, parfaitement. Oui. J'avais déjà plus ou moins... C'est vraiment un sujet qui me passionne aussi, donc je pense que je peux en parler pendant longtemps. Mais avec une heure, donc voilà. Et du coup, on va en venir à ton regard. Enfin, on va refaire un retour
au sujet d'avant sur ta place ou ton regard dans le milieu de la bande dessinée, comment tu perçois ce monde-là et comment toi tu te situes? Je perçois que le monde de la bande dessinée en France est... on retrouve les mêmes problèmes que dans la société en général. Je disais vraiment, c'est systémique. On va avoir, donc, tu me demandais, est-ce qu'on retrouve les mêmes dynamiques que dans le roman et tout, la littérature? Oui, on retrouve dans le roman, voilà, on retrouve les mêmes dynamiques, même si j'ai l'impression qu'elles sont moins débattues dans le milieu de la bande dessinée et qu'elles interviennent pratiquement uniquement dans les espaces militants, j'ai envie de dire féministes. Ces réflexions, oui, interviennent et bougent, on va dire, dans les milieux féministes de la bande dessinée, qui restent des milieux très blancs aussi. Oui. Voilà. Mais de toute façon, la bande dessinée en France, elle est oui, très blanche. D'accord. Voilà. Parce que on retombe toujours sur le même limite fight pour avoir des personnages noirs. Moi, je dis souvent, je dis souvent en intervention, souvent présente systématiquement comme une autrice camerounaise, parce que les premières œuvres que j'ai faites en indépendant et en indépendante et sont pratiquement toutes avec des personnages noirs. Et comme en plus j'ai grandi, j'imagine, au Cameroun, systématiquement, on va me présenter comme une autrice camerounaise. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma positionnalité. D'accord. Donc, que ce soit avec des institutions, généralement quand je travaille et qu'on me demande... on me demande d'intervenir et tout, et qu'on me dit oui, l'Afrique en bande dessinée et tout, je tique toujours un peu. Parce que je me retrouve dans une position où je dois rappeler en fait que je suis française. Et en le faisant, ça donne un peu l'impression que je rejette le fait que je sois à moitié camerounaise. Sauf que, politiquement, géopolitiquement, je ne suis pas camerounaise. Oui, Le Cameroun n'admet pas la double nationalité comme certains pays d'Afrique le font, donc je ne peux pas avoir de double nationalité. Et quand, en fait, dans les espaces artistiques, on cherche à avoir des auteurs africains ou même spécifiquement camerounais, moi, je suis un peu obligée chaque fois de dire aux gens, en fait, vous savez, j'ai peut-être l'accent, mais en fait, je suis autrice française. Je sais que vous avez du mal à me caser dans cette case. C'est comme s'ils ne voulaient pas se l'avouer. Territoire hexagonal. Oui. Voilà. Mais, en fait, c'est vrai, je ne sais pas comment vous dire. Je peux prendre ma petite voix de française et tout parler comme ça, tout le temps. Ça peut peut-être aider, mais systématiquement, on me range dans les autrices africaines. Et ça devient un enjeu presque politique pour moi de chaque fois dire, vous savez, il y a des autrices de bande dessinée au Cameroun. Et d'ailleurs, les 2 premières qui seront éditées dans le programme de formation édition chez Affieri sont camerounaises. Forcément, on connaît un peu mieux le milieu, donc voilà. Mais on a commencé par l'Afrique centrale et l'idée, c'est après se déplacer. Hein. Mais les 2 premières, il se trouve qu'elles sont camerounaises. Et pour la deuxième histoire, peut-être, on a une autre camerounaise et peut-être on aura, si elle confirme, parce qu'on a pris du retard, une Togolaise, je crois. Voilà. Donc, du coup, il y a des autrices qui existent, des autoristes qui veulent exister, qui viennent du continent, quoi. Et à côté, il y a des autoristes afro-françaises qui ne vont...
je ne vais pas dire ne souhaitent pas, mais qui ne devraient pas être automatiquement identifiés, enfin classés dans les auteurs ou autrices africains parce que leurs œuvres présentent des personnages noirs. Et je pense qu'en bande dessinée, contrairement au roman, où en fait l'image est présente et omniprésente, du coup on voit des corps noirs. Et c'est pour ça que je dis, moi je travaille vraiment sur la représentation aussi des corps noirs et afro, parce que c'est un enjeu. Moi, quand Laura elle a écrit le personnage de Joachim dans Quand vient l'été, je peux avoir des traits très déconstruits des personnages. Hein. Je peux vraiment le faire. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, il y a vraiment cette idée que ça risque d'être, si ce n'est pas la première, au moins ce sera parmi les premières œuvres qui présentent un couple afro. Il y a besoin de représenter un corps beau. Pas forcément, là, il a été écrit valide, tout ce qu'on veut, machin, mais c'est aussi un enjeu. Et j'ai dû avoir cette réflexion-là. Quel corps comment est-ce que je dessine le corps de Rachel qui est grosse comment est-ce que je la dessine quel trait je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre en valeur et ça a beau avoir peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on sait dessiner des personnages noirs en fait. Moi j'ai appris à dessiner des corps blancs, j'ai appris à dessiner et si je dois dessiner une histoire dans un contexte asiatique, je vais devoir apprendre à dessiner, donc j'ai retrouvé les nuances de couleurs et tout, et donc en fait quand les gens sont choqués parce que les afros sont choqués parce qu'on fait la différence entre une photo de Aya Nakamura qui est magnifique parce qu'elle a été mise en valeur, et la mise en valeur c'est pas juste le maquillage et tout, c'est vraiment une étude de comment la couleur, donc on le voit en photographie, et je crois que les gens ne font pas le lien avec le dessin, qui est aussi un autre art où en fait on a ces mêmes codes de trouver les bonnes nuances, trouver les bons contrastes, parce que en fait et en plus trouver ces contrastes et en plus faire avec une technologie qui n'a pas toujours été faite ou paramétrée pour imprimer des corps noirs. Donc ce qu'on apprend sur la photo, comment est-ce qu'on capturait les couleurs de peau et tout, qui n'étaient vraiment pas faites pour capturer les peaux noires, on retrouve aussi certains trucs comme ça dans l'impression en fait. Papier, des couleurs et tout. Et donc du coup, tout ça c'était le fait de dessiner des corps noirs dans Quand vient l'été, qui en fait ne sont pas marrons dans tout au long de l'histoire. Ça a peut-être l'air d'un choix, mais qu'est-ce qu'elle a fait la reine en fait c'était réfléchi aussi en fait, et ça a son importance, et c'est vraiment la partie que moi j'aime bien dans mon travail, parce que je sais que si je le fais, et ça rejoint aussi la question de comment est-ce que je perçois ce monde éditorial de la bande dessinée. Si je le fais, c'est dans un but. Quand on parle de représentation, moi j'ai tendance à dire, quand on parle de représentation, c'est le joli mot pour ne pas dire on est dans une démarche artistique antiraciste. C'est ça en fait. C'est le joli mot pour le dire. Donc, quel que soit, quand on va te dire on a besoin de représentation, c'est qu'on est dans des démarches soit antiracistes, soit antivalidistes. En fait, on répond vraiment à un besoin de rééquilibrage de la société. Et j'apporte une solution peut-être art thérapeutique à un manque de représentation et à une mauvaise représentation. Donc, c'est deux choses. D'avoir des corps noirs qui ont été représentés en dessin d'une manière volontairement dégradante. Il faut se demander pourquoi, parce que ça, c'est une question qu'on peut demander aux artistes noirs et afro dans le monde. Pourquoi on fait beaucoup de
de dessin réaliste ou semi-réaliste, voire de l'hyper-réalisme, et pourquoi, en fait, même les personnes qui aiment acheter des illustrations et tout vont souvent vers ces représentations du corps réaliste. Bah, c'est parce que des fois, le corps il a été volontairement déformé par le trait. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. On n'a pas eu l'habitude de nous voir C'est ça. bien dessinés, bien filmés, bien photographiés. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, beaucoup d'artistes du dessin travaillent du coup à l'encontre de tout ça, en fait. Essaient de rééquilibrer. Donc, moi, c'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir de travailler sur ce genre de représentation. Et oups, il y a mon clavier qui est tombé. Et voilà. Donc, bah écoute, on a pas mal échangé. C'est vrai que on n'a pas forcément abordé la partie lecture, mais comme c'est vrai que je le fais, c'est pas plus mal en fait de cet accès sur les enjeux, on va dire, de l'illustration en France. Avant de clôturer et de passer aux recommandations, est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu as des points que tu voulais un peu plus accentuer? Toi, je vais te demander... Attends, j'avais écrit ma question. Je vais te demander où est-ce que tu places... Parce que j'ai vu des épisodes, je suis ton podcast, je commente même. Oui, j'ai vu. Après plusieurs années, mais voilà. Mais oui, donc où est-ce que tu situes les créatrices de contenu? C'est comme ça que tu te présentes, sauf erreur de ma part. Créatrice de contenu littéraire. Dans l'industrie de l'édition des livres. Où est-ce que tu vous situes? Là. Bon, je vais parler de manière générale et puis après je vais centrer vraiment sur toutes les démarches politiques que certains et certaines d'entre nous entreprennent, mais on va dire que pour moi c'est des vecteurs de communication et ça a vraiment, ça représente vraiment un enjeu financier pour les maisons d'édition en termes de marketing d'influence. Je pense que là, ces 3-4 dernières années, ça a vraiment révolutionné le monde du livre. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir, on va dire, en fonction des goûts littéraires et des centres d'intérêt, des auteurs et autrices plus ou moins connus. Donc, je pense que c'est un rôle qui, pour moi, pas fondamental parce que bon, moi, je suis qu'une petite personne parmi tant d'autres, mais je veux dire, on va dire le monde de la création, c'est quand même la création de contenu littéraire, c'est devenu fondamental pour moi dans le milieu éditorial. Après, si on veut vraiment dire les termes et parler concrètement, moi, je me situe plus dans comme tu l'as dit plutôt, c'est plus dans une démarche antiraciste et plus dans une démarche de lutte sociale que je propose tout ce genre de contenu. Donc, si tu veux, moi, dans le milieu, parmi toutes les créatrices de contenu littéraire, on va dire engagées entre guillemets, et qui ont un attrait, qui ont un intérêt pour la lutte sociale, je dirais plus qu'on est en marge qu'on est en marge du milieu parce que on a des contenus qui sont
beaucoup trop politisé pour le milieu éditorial français. Ouais. Donc, alors, je sais pas. Moi, je sais pas si on représente un enjeu financier quand on est trop politisé. Quand on est très politisé, je pense pas qu'on soit les profils, on va dire, type recherchés par les maisons d'édition. Mais je pense que notre rôle est primordial pour tout ce qui est diffusion de messages, quand on veut porter certaines revendications. Je pense que c'est quand même important qu'on se relaye tous et toutes, histoire de éveiller les consciences, histoire de se soutenir. Après, je ne sais pas si ça représente un enjeu financier, je ne saurais pas te dire. Mais je pense que j'ai pas envie de dire qu'on soit politisé ou pas, parce que quels que soient tes choix, c'est un choix politique, mais que tu aies un profil qui soit recherché ou pas par les maisons d'édition, je pense que il y a un rôle à jouer qui est assez déterminant. Après, selon le prisme, ça peut être positif ou négatif, mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Non, tu as très bien répondu. Parce que, en tant qu'éditrice d'une maison d'édition indépendante, moi, je vois l'intérêt, bien entendu. L'intérêt financier, en fait, de toute façon, dans l'édition indépendante, la cible n'est pas la cible du mainstream, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes cibles, et parce que du coup, qui dit indépendant dit aussi dans la marge, en fait, des maisons d'édition. Et donc, c'est pas les mêmes objectifs. C'est pas qu'on n'a pas envie de faire de chiffres, mais c'est qu'on est obligé de réfléchir à des cibles qui sont totalement différentes de celles. Voilà. Et moi, dans ce cadre-là, effectivement, moi, je trouve que, j'en suis. Je suis beaucoup d'entre vous. et je vois l'importance, en fait. Je vois l'importance de... Après, j'avoue que j'ai un peu de mal avec le terme créatrice de contenu, même littéraire, parce que j'ai souvent l'impression que ça ne me dit pas exactement. Tu sais, avant, on disait critique, ou bien, voilà, où il y en a qui font beaucoup plus de promotion des livres, d'autres personnes qui vont faire des critiques. Toi, tu fais déjà des critiques, je sais pas si tu appelles ça comme ça, mais j'ai l'impression que tes critiques, en fait, elles sont pas que positives. Il y en a qui vont faire de la critique vraiment pour encenser, en fait, et pour promouvoir. Oui. Et c'est tout aussi important, hein. C'est juste que, en tant qu'artiste aussi et productrice d'art, il y a aussi besoin du regard de la critique négative, parce que c'est comme ça qu'on se forme aussi. Et quelquefois, et je ne dis pas que ça doit systématiquement venir de la marge, cette critique et tout. C'est vrai que ça casse et ça peut casser, hein, mais ça fait vraiment partie de nos pratiques artistiques de pouvoir se remettre aussi en question. Et des fois, je trouve que ça manque un peu. Moi, récemment, j'ai revu comment j'écrivais mes romances lesbiennes après un partage, je crois, de Étoile. J'espère que je sais bien son nom. Ah oui, Étoile, je ne sais pas. Je pense, oui, qui a... J'espère que je ne me trompe pas, Seigneur. Qui a partagé un post sur comment on écrivait son problème avec les romances lesbiennes. J'espère que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'était... Je crois que je vois de quoi post tu parles. Voilà. Et du coup, je suis allée voir
stories qu'elle citait et même la créatrice de contenu qu'elle citait et tout, je suis allée écouter et j'ai remis en question vraiment mon écriture aussi. J'ai revu des choses en fait. Et sans ce regard-là, c'est un peu difficile. Après, on va me dire peut-être que c'est parce que c'était pas ton œuvre qu'on critiquait. Mais des critiques de mes œuvres, j'en ai reçu. Hein, donc, et puis limite, en école et même l'école de l'art qui n'est pas l'institution, genre le fait d'apprendre l'art, la critique fait vraiment partie de l'apprentissage, quoi. Donc, ouais. C'est sur ça la question que je voulais te poser. Oui, après moi je dis créatrice parce que je fais pas mal de médias, enfin je fais de la veille, je fais des avis qui sont de plus en plus concis parce que j'ai de moins en moins l'envie, l'énergie de rédiger des pavés. Mais ça m'empêche pas après de faire une ou deux phrases, on va dire, constructives, histoire d'aller droit au but et de dire si j'ai bien apprécié ou pas. Mais je sais pas, je me définis pas tant que ça comme critique, je dirais. Parce que comme je fais pas mal de choses en même temps. Ben oui, non, je disais pas de te définir toi comme critique. Hein. Je disais juste que des fois, juste le terme, il faut vraiment aller chercher, voir le type de contenu pour comprendre ce que la personne fait. Tu vois, et puis, déjà, toi, tu fais une émission, tu fais un podcast en plus, donc, et là, on n'est pas dans un cadre de critique, du coup, vraiment dans un cadre d'échange, voilà. Donc, ouais. Donc, du coup, je regarde toujours, j'essaie de suivre vraiment les tendances que vous instaurez, parce que finalement, vous en instaurez, et c'est vrai, peut-être c'est parce que j'observe aussi de la marge, mais de mon point de vue, il y a vraiment des tendances et un côté watch out qui est que les créatrices de contenu mènent, quoi, et arrivent à instaurer. Et comme tu l'as dit, oui, ça influence le milieu de l'édition, aussi bien mainstream pour certaines personnes créatrices de contenu que du coup dans la marge, quoi. Donc, you matter. Merci. Mais écoute, on a pas mal papoté. Je pense qu'on on devrait faire une partie 2. Mais on va devoir clôturer le podcast. D'accord. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Écoute, moi, je vais recommander Karine Bahanak. Hein. Je pense que c'est une voix qui mérite d'être entendue aussi. Non, mais en fait, je ne connais pas du tout ces artistes. Et je ne sais pas si elles produisent encore. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que tu as déjà reçu Amé Illustration? Non, mais je connais son compte. Elle fait de la jeunesse, il me semble. C'est une illustratrice jeunesse. Ouais, et en plus, elle a même illustré un des livres de Awisha Traoré, il me semble. Ouais, j'en ai entendu parler. Il y a Amé que j'aime bien. Et aussi Ama, mais je ne la vois plus trop sur les comptes, qui avait dessiné Ma petite étoile, ou enfin un livre jeunesse auto-édité. Et c'est vrai que je me demande un peu ce qu'elle devient. Mais je crois qu'elle continue de produire, mais plus trop d'être sur les réseaux. Donc, je sais pas, peut-être. Très bien. Mais tu vois qui c'est l'illustratrice Ama? Non, je connais pas du tout. Mais... J'aurais dû prendre son livre à côté. Bon, c'est pas grave, au pire, tu m'enverras les pseudos.
Oui. si tu y penses. Voilà. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Reine Dibussi, Dibussi, sur Instagram, Facebook. J'ai du mal à être constante sur Facebook maintenant. Je suis le plus constante sur... je publie le plus sur Instagram. Je suis sur Webtoon aussi, du coup, avec Cindy et Zora. Suivez aussi Afiri Studio parce que même si à l'avenir, il n'y aura pas forcément mes œuvres, je serai soit en formatrice, soit en éditrice. Voilà. Et donc, Afiri Studio, c'est Afiri Studio. Donc, sur Insta aussi, Facebook. Je suis aussi sur Reine Dibussi, je suis aussi sur Blue Sky. Mais voilà. Un réseau qui est très peu connu finalement. Mais voilà, bon, je le trouve plutôt safe. Plus safe que Twitter. Je suis aussi sur X Twitter là. Mais oh Seigneur, ce réseau. Chaque fois, il me donne des mots de tête. Donc voilà. Je suis pas très régulière sur TikTok. J'y suis, mais je suis pas très régulière. Je suis pro pour ouvrir des comptes et pas tout le temps. Voilà. Donc là où je suis la plus régulière, c'est Insta. Et j'ai aussi un compte Ko-fi où vous pouvez me soutenir et lire les épisodes de Cindy et Zoa en exclu. Voilà. D'accord. Je crois que j'ai tout dit. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'on a encore plein de choses à évoquer. Mais ça sera peut-être pour une partie 2, qui sait. Oui. C'était super intéressant. Est-ce que tu as déjà reçu... C'est vrai que tu me disais au revoir, pardon, excuse-moi. J'étais en train de vouloir encore te recommander. Est-ce que tu as déjà reçu Amandine Gay? Non, jamais. Moi, je suis absolument fan de son travail. Cinéaste, écrivaine, voilà. Hyper connue. Je ne sais pas si elle sera libre, mais tu peux toujours essayer. J'aimerais bien écouter. Écoute, non, je pense que... Who knows? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Voilà. Écoute, je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À bientôt. Bye bye.